de la Commission de la capitale nationale du Québec et des musées de la civilisation de Québec, je vous souhaite la bienvenue à cette 3e édition des Trésors de la capitale, avec une mention particulière aux descendants d'Antoine Dessannes qui se trouvent parmi nous. Notre premier épisode de la série revêt un caractère très particulier. Cette année, une prestigieuse institution culturelle de la capitale célèbre son 125e anniversaire, le Club musical de Québec. Quoi de mieux qu'un trésor relié au monde de la musique pour s'associer aux célébrations? À travers cet objet fragile miraculeusement restauré, c'est l'histoire musicale de Québec que nous allons explorer. Pour nous y assister, j'inviterai le musicologue et historien Bertrand Gay à venir me rejoindre. Quand on est arrivé en Nouvelle-France, on avait besoin de défricher beaucoup plus que de déchiffrer. Alors, de la musique, on n'en a pas fait beaucoup dans les premières années, ça va de soi. Mais déjà, en 1620, dans les années 1620, on observe que chez les Récollets et par la suite chez d'autres communautés religieuses, on va commencer à enseigner le chant grégorien aux enfants, bien sûr, mais aussi aux jeunes Amérindiens. Alors, une des choses qu'on va remarquer, c'est que les Amérindiens sont très sensibles à la musique et ce que les religieux vont avoir comme idée, et ce qu'ils vont décider de faire, c'est de transcrire en langue amérindienne des hymnes grégoriennes ou des chants grégoriens de l'ensemble du répertoire. Alors déjà, ça, c'est un premier signe tangible et concret de l'histoire de la musique, de la vie musicale en Nouvelle-France. Monsieur Doyon, vous êtes celui à qui on a confié la tâche de redonner vie à notre trésor de ce soir. Les spectateurs se souviendront sans doute que vous étiez venu nous parler de la maquette de l'église St. Andrews, que vous aviez aussi restaurée. Ils avaient pu en même temps entendre vos talents de musicien, ce qui fait de vous un spécialiste tout désigné pour ressusciter un instrument comme celui-ci. Vous travaillez au Centre de conservation du Québec. Quelques mots peut-être pour nous présenter cette institution. Merci, Mme Etier. Effectivement, j'ai le plaisir de travailler au sein de l'équipe du Centre de conservation du Québec. L'institution rassemble plus d'une trentaine de restaurateurs professionnels qui œuvrent dans 7 ateliers spécialisés, soit l'atelier des peintures, l'atelier des sculptures, l'atelier des textiles, des papiers, de l'archéologie, ethnologie, l'atelier métal-pierre, ainsi que l'atelier bois dans lequel je travaille. Et le Centre de conservation est une agence du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Voilà. S'il vous plaît, est-il possible d'envoyer le faisceau lumineux? Merci. Que tout le monde reste assis. Le problème de surcharge devrait être réglé très rapidement. Ce que je m'apprête à faire va sembler irrationnel, mais cela fait partie du protocole établi. Est-il possible de communiquer avec vous? Reconnaissez-vous les mots que je fais entendre? Musique, corde, archet, Monsieur Gay peut-être, avec des mots reliés au jeune temps du violoncelle. Paris, conservatoire,
Dessanne, Antoine Dessanne. Oh, c'est probablement un problème dans le calcul de la longueur d'onde. Vous entendez? Le violoncelle répète des instructions pour être joué. Ma touche lisse s'accommode de tous les intervalles. Oui, oui, je peux même réaliser des quarts de ton. Il parle au jeu. Il a conscience d'exister. Monsieur Doyon, pourriez-vous soulever l'instrument pour que je puisse trouver d'où émane sa voix? Oui, bien sûr. Non! Qu'il ne m'approche pas. Il m'a éventré, il m'a torturé. Restez loin de moi. Il n'y a pas qu'une voix, il y a une personnification. Une forme humaine jaillit de l'objet. Oh. Traçons un portrait d'Antoine Dessanne avant son arrivée ici. Qui est-il? D'où vient-il? Eh bien, Antoine Dessanne est français. Il est né non loin d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France, donc, en 1826. Très jeune, son père, qui est lui-même musicien, découvre que son second fils, parce qu'Antoine est le deuxième de la fratrie, que son second fils a un talent exceptionnel. Dès l'âge de 4 ans, il se rend compte de ce talent-là et va lui donner des leçons auxquelles le jeune Antoine, évidemment, se soumet volontiers parce qu'il adore le travail de musicien et il peut s'adonner jusqu'à 9 heures par jour au travail musical. C'est énorme à cet âge-là, surtout. Très rapidement, le père, toutefois, va déménager à Paris. Il espère y faire des affaires. Et le jeune Antoine va être admis au Conservatoire de Paris. Le Conservatoire de l'époque était un établissement extrêmement rigoureux qui était dirigé de main de maître, et c'était une main de fer dans un gant de fer, par le redoutable Luigi Cherubini. Alors, Cherubini, ça vous dit quelque chose, plus ou moins? Sachez que Beethoven le considérait comme le plus grand compositeur, après lui, j'ose l'espérer. Et Cherubini est l'auteur d'un requiem dont Beethoven lui-même disait « Si je devais composer, moi, un requiem, celui de Cherubini serait mon unique modèle. » Ah, tu sembles bien t'acclimater au nouveau monde. Il y a quelques mois encore, je regrettais de t'avoir embarqué dans cette galère. Tu as dû me trouver bien fou de prendre armes et bagages pour gagner l'autre bout de la terre. Mais qu'y avait-il pour nous en France? La crise politique et économique était profonde. Elle allait même donner lieu à une révolution, ce grand soulèvement qui a mis Paris à feu et à sang en 1848. Tout cela rendait la vie difficile pour les artistes. L'avenir me semblait bouché. Nous vivons une époque merveilleuse, n'est-ce pas? L'époque romantique est si riche en œuvres qui me sont destinées. Les plus grands compositeurs écrivent des pièces pour violoncelle et piano et même de sublimes concertos. Et tu joues tout ça si bien avec moi. Je ne nous ai quand même pas lancés dans l'inconnu. Hein, ma femme, ma fille, moi, toi. J'ai accepté le poste d'organiste à la cathédrale Notre-Dame de Québec. C'est le poste que j'ai occupé à mon arrivée ici en juillet 1849. En France, j'aurais dû attendre d'avoir les tempes bien grises avant d'avoir de telles fonctions. Il faudrait bien se mettre à la composition de nouvelles œuvres. Ce pays a des sons neufs, des bruits bien à lui, des chants que je n'entendais pas autrefois. Tout cela doit t'inspirer. J'ai l'idée de quelques pièces qui pourraient plaire au public et asseoir ma réputation. L'enseignement que je prodigue au séminaire de Québec me vaut déjà une certaine réputation, ne serait-ce que pour y avoir introduit les cours de solfège. Oh, maître, j'avais cru vous apercevoir. Je voulais tirer au clair les motifs d'une querelle qui me reste bien obscure. Il semblerait, m'a-t-on dit, que le fait que j'ai interprété le minuit chrétien d'Adolphe Adam, un de vos compatriotes, à la messe de minuit à l'église Saint-Jean-Baptiste, où je tiens l'orgue, vous aurait offusqué. Mais je sais que vous tenez le devoir de faire connaître ici la musique de votre pays. Oui, il s'agit bien de cette broutille. Non, ce qui m'irrite, ce sont les vues que vous avez sur l'harmonisation du plein chant, des vues que vous répandez partout. Monsieur, la beauté intrinsèque du chant grégorien est l'absence d'accompagnement. Restons-en là.
Alors, ceci était bien sûr un petit clin d'œil aux origines du Club musical de Québec, où les femmes étaient impliquées tant dans l'organisation des concerts que dans leur réalisation derrière l'instrument. Mais bien sûr, en 125 ans, le modèle a beaucoup changé et le Club musical est devenu une fenêtre sur l'actualité internationale en musique classique. Il reçoit des artistes d'exception de partout dans le monde en formule de récital, c'est-à-dire dans des concerts présentant des solistes, des duos ou de tout petits ensembles. C'est devenu ainsi un complément unique à l'offre culturelle classique de la capitale. La saison que vous voyez affichée à l'écran est tout à fait représentative de cette réalité, comme chaque année, où nous recevons des artistes, cette fois de France, d'Argentine, de Lettonie, du Royaume-Uni, des États-Unis, de l'Autriche et même d'Afrique du Sud. Pas de voir que notre ville continue de vibrer aux notes de cet art si important pour les humains qu'est la musique. Absolument, cher confrère, absolument. C'est avec ces paroles d'harmonie que se termine notre soirée. Puisque la saison est encore à ses débuts, il est encore très avantageux de s'y abonner. Tous les détails sont sur le site de la commission. Le mois prochain, c'est la cage de la Corriveau que nous vous présenterons. Suspendue au gibet après sa pendaison en 1763, Marie-Joseph de Corriveau entre dans la légende. La cage sur laquelle son corps a été exposé voyagera de Québec à Boston en passant par le cirque P.T. Barnum. Apprenez comment cet exosquelette, retrouvé aux États-Unis, a récemment été rapatrié puis authentifié. Vous imaginez ce qu'un tel objet pourra nous révéler si l'on parvient à lui insuffler la vie? Et pour vous, cher public, je crois que cela constituerait une excellente occasion de faire connaître les trésors de la capitale à ceux qui vous entourent et qui n'y auraient pas assisté encore.